Novembre 2025, un vote unanime, silencieux, brise soudain la mécanique diplomatique. En quelques jours seulement, Moscou répond et l'accord Russie-Burkina Faso glisse d'une promesse d'électricité vers une architecture où l'énergie devient aussi une ligne de défense, dans un pays dont l'accès reste fragile. Que signifie réellement ce basculement pour l'État, les territoires et la sécurité quotidienne, lorsqu'Ibrahim Traoré affirme qu'un pays encerclé doit non seulement survivre à la nuit, mais organiser l'aube, une lumière qui n'éclaire pas seulement. La promesse est simple, mais l'enjeu est lourd. Il ne s'agit pas de célébrer un accord, ni d'anticiper un succès, mais de comprendre ce qui se joue quand l'électricité cesse d'être un secteur parmi d'autres pour devenir une condition de continuité étatique. Le texte propose une lecture sans slogan. Suivre ce qui est affirmé publiquement, puis ce qui est suggéré à huis clos, et mesurer l'écart entre les deux. Le bénéfice pour le lecteur est immédiat. Lire demain, sans bruit, en identifiant les mécanismes plutôt que les postures, il devient possible de distinguer une promesse industrielle d'une réorientation stratégique. Les enjeux se déploient sur 3 plans. D'abord, l'énergie, dans un pays où le réseau reste instable et où chaque coupure a des effets en cascade. Ensuite, la sécurité, dans un contexte de guerre asymétrique qui fragilise convois, lignes et sites sensibles. Enfin, la souveraineté, entendue non comme un mot d'ordre, mais comme une capacité à maintenir services, décisions et territoires hyper sous pression. Ce cadre fixe les limites. Comprendre sans amplifier, analyser sans prédire. 2 chiffres ouvrent le décor, et ils ne rassurent pas. En 2023, l'accès à l'électricité atteint 21,7%. En 2024, il progresse à 22,5%. L'écart est réel, mais trop faible pour modifier la vulnérabilité d'un État, exposé à une violence qui progresse plus vite que ses réseaux. Voilà le paradoxe central. Un indicateur s'améliore, tandis que la fragilité structurelle demeure. Dans le récit, ce glissement minime n'est pas présenté comme un échec, mais comme un signal. Il dit que l'énergie, seule, ne suffit plus à stabiliser un territoire lorsque la sécurité se dégrade en parallèle. Le contexte s'élargit alors. Le texte décrit un pays où le réseau vacille comme une bougie contre une tempête. Les communautés rurales restent majoritairement coupées d'une infrastructure de base, et plus de 4 habitants sur 5 hors des centres urbains, vivent encore dans une continuité intermittente. Cette discontinuité n'est pas seulement matérielle, elle isole, ralentit et empêche toute projection industrielle durable. En miroir, la pression sécuritaire s'intensifie. Le récit affirme qu'en 2025, plus de 50% des morts terroristes mondiales se concentrent dans la bande sahélienne, avec le Burkina Faso comme épicentre. Villages pris de court, convois attaqués avant l'aube, lignes sectionnées. La guerre n'a pas de front, mais elle a des effets immédiats sur l'infrastructure. C'est à ce point précis que l'électricité change de statut. Elle n'est plus décrite comme un moteur de développement, mais comme une condition de défense. Sans courant, les hôpitaux se taisent, les centres de commandement deviennent aveugles, et des territoires peuvent basculer sous emprise insurgée. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît déjà en filigrane, non comme un gestionnaire de crise, mais comme celui qui relie données, vulnérabilité et décision. Le décor est posé, l'accord à venir ne répond pas à un manque unique, mais à une équation. Le récit introduit alors des silhouettes plutôt que des titres. D'un côté, l'usager ordinaire d'un réseau instable, dont la journée se règle sur les coupures, les redémarrages et l'attente. De l'autre, l'État contraint, qui découvre que l'électricité n'est pas un confort administratif, mais une condition de continuité. Ces figures servent de fil conducteur pour rendre lisible un enjeu abstrait. Pour commencer très concret. En zone rurale, l'absence d'électricité n'est pas décrite comme un simple retard, elle épaissit l'isolement. Quand le courant manque, les services se figent, les équipements deviennent intermittents et la distance avec le reste du pays s'allonge. Le texte insiste sur l'ampleur du décrochage. Une majorité de citoyens reste tenue à l'écart d'une infrastructure que le siècle considère comme élémentaire. L'effet précoce est social autant que matériel. Ensuite, immédiat lui aussi. Côté sécurité, le vocabulaire change. Les centres de commandement deviennent aveugles, sans courant, les hôpitaux se taisent, et des territoires entiers peuvent glisser sous emprise insurgée. Dans cette configuration,
Chaque coupure a une portée opérationnelle. Elle affecte la coordination, la réponse et la capacité de tenir le terrain. L'énergie devient alors une variable de défense. Ces deux scènes préparent l'entrée du personnage guide. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un technocrate, mais comme l'axe politique qui relie ressources, doctrine et décision. Son rôle n'est pas héroïsé, il est structurant. Le texte suggère qu'il transforme un mot d'ordre en stratégie opérationnelle, en posant une équivalence simple. Sans continuité électrique, aucune souveraineté ne tient. En somme, sans énergie protégée, l'État recule. Tout commence sans fracas. Le déclencheur n'est ni une explosion ni un affrontement, mais une signature. En novembre 2025, le Parlement de transition ratifie à l'unanimité l'accord nucléaire avec la Russie, sans dissidence, sans débat public spectaculaire, sans les rituels habituels de la contestation politique. Ce vote homogène, décrit comme rarissime, agit comme un signal plus que comme une célébration. Il indique que la décision a déjà été digérée en amont. Quelques jours seulement plus tard, Moscou répond, non pas en mois, ni en trimestres, mais dans un délai compressé que le texte souligne à plusieurs reprises. Cette rapidité marque la première bascule. La coopération n'est pas présentée comme un projet lointain, mais comme une priorité stratégique immédiate. En miroir, l'Occident observe en silence. Ce silence souligne le récit, pèse davantage que des communiqués. Il crée un contraste entre vitesse d'exécution et absence de réaction publique, et installe la tension initiale. La montée du récit s'appuie alors sur deux réalités parallèles. D'un côté, l'instabilité énergétique persistante, réseaux fragiles, lignes étirées sur des territoires contestés, convois de carburant exposés aux embuscades avant l'aube. De l'autre, la pression sécuritaire continue. Une guerre sans ligne de front où des localités peuvent basculer du jour au lendemain. Dans cet environnement, la Russie ne propose pas un réacteur isolé, mais ce que le texte appelle implicitement un système d'exploitation nationale. Ce système se déploie par couches, la première est civile et technique, coopération nucléaire, transfert de technologie, formation d'ingénieurs et applications annoncées pour la médecine, l'agriculture et l'industrie. Chaque élément est décrit comme renforçant le suivant. La deuxième couche glisse vers la sécurité. Le texte évoque, sans confirmation officielle, l'hypothèse d'une présence consultative spécialisée chargée d'adapter doctrine, mouvement et protection des infrastructures. Rien n'est affirmé frontalement, mais l'accumulation d'indices crée une cohérence. La troisième strate constitue le point haut. Le récit suggère la mise en place d'un périmètre de sécurité spécialisé autour d'une future installation nucléaire. Surveillance par drone, imagerie thermique, analyse prédictive, unité d'intervention formée à la défense d'actifs critiques. L'objectif n'est pas décrit comme une militarisation, mais comme une garantie de continuité. Dans une région où barrages et lignes électriques sont déjà ciblés, ce dispositif est présenté comme prudent plutôt qu'excessif. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré est nommé explicitement comme pivot. Il apparaît comme celui qui relie ressources, doctrine et choix d'alliance et qui oblige les capitales étrangères à recalculer leurs hypothèses. Le texte insiste, il ne s'agit pas d'hériter d'un script brisé, mais d'en écrire un autre. La séquence se referme sur une rémanence durable. Les rumeurs, les flux d'équipements, les programmes d'entraînement comptent autant que les annonces. Ils créent une anticipation collective. L'idée qu'un pays longtemps maintenu dans l'obscurité s'apprête à toucher l'interrupteur. La démonstration chiffrée commence par un point de départ, puis par un écart. 21,7% d'accès à l'électricité en 2023, 22,5% en 2024. La progression existe, mais elle est qualifiée dans le texte de murmure statistique. En clair, l'amélioration est trop lente pour modifier l'exposition nationale, surtout lorsque la dégradation sécuritaire avance à un rythme supérieur. Un réseau qui progresse lentement reste vulnérable si la menace accélère. Ensuite, un repère n'est pas énergétique mais sécuritaire. Le récit affirme qu'en 2025, plus de 50% des morts terroristes mondiales se concentrent dans la bande sahélienne, avec le Burkina Faso décrit comme un épicentre. Ce chiffre n'est pas mobilisé pour choquer, mais pour contraindre l'analyse.
Quand la violence atteint un tel poids relatif, elle cesse d'être un contexte et devient une variable structurante. Elle impose des priorités, redéfinit les budgets et conditionne la protection de toute infrastructure critique. Enfin, un repère est temporel. Le texte insiste sur la réaction en quelques jours du Kremlin après la ratification parlementaire. Aucun nombre précis n'est donné, mais la brièveté du délai est soulignée à plusieurs reprises pour lui conférer une valeur analytique. Dans un environnement instable, le temps devient un multiplicateur d'effets. Plus un projet avance vite, moins il reste exposé aux ruptures politiques, logistiques ou sécuritaires. Pris séparément, ces trois repères pourraient sembler disparates. Ensemble, ils forment une équation. Le delta énergétique faible montre que l'infrastructure reste en deçà du seuil de stabilisation. Le poids sécuritaire disproportionné indique que la menace pèse davantage que la capacité de protection existante. La compression temporelle, enfin, suggère qu'un partenaire extérieur cherche à réduire la fenêtre d'incertitude. Le texte ne présente pas ces éléments comme des preuves d'efficacité, mais comme des contraintes à intégrer. C'est ici que la logique du récit se referme. Si l'électricité progresse trop lentement, elle ne protège pas. Si la violence progresse trop vite, elle fragilise tout ce qui n'est pas défendu. Et si les délais s'allongent, les projets deviennent des cibles avant d'être des leviers. La conclusion implicite est claire. Énergie et sécurité ne peuvent plus être traitées séparément. Dans cette lecture, la place d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un annonceur de chiffres, mais d'un relieur de contraintes. Le texte lui attribue une doctrine procédurale, lire les données non pour célébrer des gains marginaux, mais pour identifier les marges restantes et les points de rupture. Les chiffres ne servent pas à prouver une réussite, mais à justifier une architecture intégrée où produire et protéger avancent au même rythme. La preuve n'est donc pas un indicateur isolé. C'est la cohérence entre pourcentage, délai et pression sécuritaire. Tant que ces trois dimensions ne convergent pas, l'État demeure dans une zone de fragilité mesurable. Le récit pose ainsi une règle simple. Un gain quantitatif n'est décisif que s'il survit au contexte qui l'entoure. Commençons par l'hypothèse la plus prudente. L'accord est avant tout un projet de développement. Dans cette optique, le cœur du dispositif reste civil. La coopération nucléaire est décrite comme un écosystème complet, articulé autour du transfert de technologies, de la formation d'ingénieurs et d'applications annoncées pour la médecine, l'agriculture et l'industrie. L'objectif implicite serait de stabiliser l'approvisionnement énergétique dans un pays où le réseau reste fragile, afin de créer les conditions minimales d'une reprise économique. La rapidité de réponse de Moscou serait alors interprétée comme une efficacité bureaucratique, non comme un signal stratégique. Le registre sécuritaire, dans cette lecture, relèverait surtout d'un habillage narratif destiné à rendre le projet politiquement acceptable dans un contexte instable. Puis, dans une lecture plus critique, l'accord dépasse largement le champ énergétique. Le texte insiste sur la guerre sans ligne de front, la vulnérabilité des convois et la fréquence des sabotages d'infrastructures. Dans ce cadre, promettre une capacité nucléaire sans transformer l'appareil de protection reviendrait à exposer un actif stratégique majeur. La narration évoque successivement une présence consultative spécialisée, puis une logique de défense des infrastructures, et enfin l'hypothèse d'un périmètre de sécurité dédié autour d'un futur site. Pris ensemble, ces éléments suggèrent une intégration sécuritaire progressive, dont l'énergie serait la façade visible. La réponse proposée par le récit ne tranche pas par des preuves externes, elle tranche par sa structure. Le texte commence par l'électricité, bascule rapidement vers la sécurité, puis revient à une équation unique. Résoudre l'énergie sans résoudre la sécurité est insuffisant, résoudre la sécurité sans énergie durable est stérile. La cohérence interne prime sur la démonstration factuelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'équilibre entre ces deux lectures. Il n'est ni présenté comme le promoteur d'un simple chantier industriel, ni comme l'architecte d'une militarisation assumée. Il est décrit comme celui qui refuse de séparer développement et défense et qui transforme une contrainte sécuritaire en principe d'organisation. Le Stillman du récit est là. Accepter les arguments des deux camps, puis montrer
pourquoi ils ne fonctionnent qu'ensemble. À ce point du récit, l'accord cesse d'être lu comme un document technique. Il bascule vers une logique de structure. Le texte suggère que le véritable enjeu n'est pas de produire des kilowatts supplémentaires, mais de rendre l'État capable de durer sous pression. L'énergie n'est plus un objectif final, elle devient un moyen de continuité administrative, militaire et sociale. Ce changement d'échelle modifie la compréhension de la coopération. Un projet nucléaire ne peut pas coexister avec des convois systématiquement exposés, des localités qui basculent et des lignes de transmission fragiles sur un terrain contesté. Avant même toute production, l'accord impose donc une hiérarchie implicite. Sécuriser les corridors, stabiliser les chaînes logistiques, puis seulement projeter une infrastructure lourde. La promesse énergétique est conditionnelle. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré est replacé au centre du dispositif. Le texte ne le décrit pas comme un symbole médiatique, mais comme le porteur d'une doctrine opérationnelle. La souveraineté n'y est pas un slogan, mais une architecture faite de ressources contrôlées, d'infrastructures protégées et de décisions alignées dans le temps. Chaque couche renforce l'autre. Le midpoint révèle ici le cœur du raisonnement. L'accord n'est pas pensé pour briller, mais pour tenir. Il ne vise pas à annoncer une rupture spectaculaire, mais à rendre l'autonomie progressivement irréversible, même dans un environnement instable. Les effets décrits par le texte se déclinent de manière différente selon les acteurs, mais ils convergent vers une même idée. L'énergie, lorsqu'elle est pensée avec la sécurité, modifie des comportements avant même de modifier des chiffres. Pour l'État, la conséquence centrale est la continuité. Le récit insiste sur le fait qu'un réseau électrique instable ne fragilise pas seulement l'économie, mais la capacité administrative elle-même. Sans courant, les centres de commandement deviennent aveugles, les communications se fragmentent et la coordination se délite. Une trajectoire énergétique plus robuste, même annoncée, change déjà la posture de l'appareil public. Elle rend pensable une planification au-delà de l'urgence. Dans cette logique, sécuriser l'énergie revient à sécuriser l'autorité sur le territoire. Pour les entreprises, l'impact est d'abord anticipatif. Le texte évoque une industrie au point mort, avant de pouvoir respirer, soumise aux coupures et à l'imprévisibilité du réseau. Cette instabilité rend l'investissement coûteux car elle empêche toute projection fiable. La perspective d'une architecture énergétique plus stable, même lointaine, modifie les calculs. Elle n'efface pas le risque sécuritaire, mais elle le rend mesurable. La conséquence n'est pas une reprise immédiate, mais un déplacement des attentes. Planifier redevient rationnel, à condition que les corridors et les sites soient protégés. Pour les citoyens, en particulier dans les zones rurales, l'effet est présenté comme une question de dignité quotidienne. Le texte rappelle que plus de 4 habitants ruraux sur 5 restent coupés d'une infrastructure de base. Cette absence n'est pas seulement matérielle, elle isole, ralentit l'accès aux services et creuse un écart temporel avec le reste du pays. La promesse d'un réseau plus continu devient alors une hypothèse de réintégration. Et parce que l'énergie est liée à la sécurité, cette réintégration est aussi décrite comme une protection indirecte, une société moins fragmentée et moins vulnérable. Pour la région enfin, la conséquence est géopolitique. Le récit trace une continuité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et évoque un corridor sahélien où énergie, industrialisation et sécurité se renforcent mutuellement. Ce qui se décide à Ouagadougou ne reste pas local. Cela ondule vers les pays côtiers et oblige les capitales extérieures à recalculer leurs hypothèses. L'effet n'est pas seulement diplomatique, il est narratif. L'idée qu'un État sahélien puisse produire et protéger sa propre énergie affaiblit les modèles de dépendance. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré est présenté comme l'articulation de ses conséquences. Il relie la continuité étatique, les anticipations économiques, la dignité sociale et le déplacement régional. Le texte ne promet pas des résultats immédiats, mais il montre comment une architecture énergie-sécurité peut déjà transformer les comportements avant même de transformer les statistiques. Le texte propose une lecture conditionnelle plutôt qu'une prédiction. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires se dessinent
non comme des certitudes, mais comme des configurations plausibles selon la manière dont les contraintes identifiées évoluent. D'abord, dans un scénario de base, la coopération avance par paliers visibles et invisibles. La partie nucléaire se structure d'abord comme un écosystème. Formation, transfert de compétences, planification et préparation d'infrastructures. L'effet principal n'est pas une production d'énergie, mais un changement d'architecture décisionnel. Les chaînes de commandement se clarifient, la sécurité des corridors devient un sujet central et l'État gagne en continuité perçue. Dans ce scénario, l'accord commence à peser sur les anticipations régionales avant toute réalisation matérielle majeure. Dans un scénario plus favorable, la cohérence annoncée devient cumulative. Les formations se traduisent en capacité opérationnelle. Les dispositifs de protection réduisent la vulnérabilité des sites et des lignes, et la dimension énergétique soutient une industrialisation naissante au lieu de rester symbolique. La promesse centrale du récit se vérifie alors. L'énergie cesse d'être un mécanisme de dépendance et devient un levier d'émancipation. L'effet décisif n'est pas immédiat en kilowatts, mais institutionnel et psychologique. La capacité à planifier s'enracine et la souveraineté devient crédible parce qu'elle est protégée. Dans un scénario plus sombre, la contradiction structurelle rattrape l'ambition. Si la pression insurgée s'intensifie, si les convois restent exposés et si les lignes de transmission demeurent fragiles, l'accord peut produire l'effet inverse de celui recherché. Les infrastructures deviennent des cibles prestigieuses avant de générer des bénéfices tangibles. L'architecture sécuritaire prend alors le pas sur l'architecture énergétique et l'horizon de développement est repoussé. L'énergie, au lieu de stabiliser, accroît la surface de vulnérabilité. La clé de lecture proposée est simple. Lire chaque annonce à travers une condition sans attribuer de probabilité. Si la sécurité des corridors progresse, alors l'énergie peut devenir levier. Si elle stagne, alors l'énergie devient un risque. Cette méthode évite de confondre promesse et preuve et permet de suivre l'accord sans l'idéaliser ni le disqualifier. À ce stade, le texte se rapproche du lecteur non pour convaincre, mais pour traduire l'enjeu dans des gestes concrets. Selon la position occupée, l'accord ne se lit pas de la même manière, mais il impose partout une discipline d'analyse. Pour un décideur public, l'enseignement principal est une hiérarchie. L'énergie n'apparaît plus comme un secteur parmi d'autres, mais comme une condition de continuité. Penser l'accord comme une chaîne oblige à relier budget, doctrine de sécurité et protection des infrastructures, au lieu de traiter ces sujets séparément. Le geste utile consiste à identifier le maillon le plus fragile, puis à le renforcer avant d'élargir la promesse. Publier une lecture opérationnelle, distinguant clairement le civil, le sécuritaire et le long terme, devient un acte de gouvernance. Pour un acteur économique, l'intérêt est moins géopolitique que prévisible. Le récit décrit une industrie freinée par l'instabilité du réseau, où planifier coûte cher. Ce que change l'accord, même au stade de promesse, est un déplacement d'attente. Si la stabilité énergétique devient crédible, certains investissements redeviennent rationnels. Le geste simple est de séparer le long terme, formation et infrastructure, du risque immédiat, sabotage et corridor, puis de décider sur ce différentiel plutôt que sur l'émotion. Pour un citoyen ou un membre de la diaspora, l'enjeu touche à la dignité quotidienne. Le texte insiste sur l'isolement rural et sur le fait qu'une majorité reste coupée d'une infrastructure de base. Ici, l'accord n'est pas un drapeau, il devient une hypothèse de réintégration. Le geste utile est d'identifier ce qui, dans la vie réelle, dépend d'une continuité électrique minimale, puis de reconnaître que sécurité et énergie se répondent. Dans ces lectures, Ibrahim Traoré n'est ni un héros, ni un repoussoir. Il fonctionne comme un nœud narratif, reliant ressources, souveraineté et choix d'alliance, et forçant le lecteur à dépasser les titres. Le texte esquisse une trajectoire en étapes, plutôt qu'un calendrier spectaculaire. Il ne promet pas une rupture immédiate, mais une série de décisions coordonnées, chacune mesurable, chacune conditionnée à la précédente. La logique est procédurale. Pour commencer, clarifier l'objet. L'accord doit être lu comme une chaîne à 3 couches, civile, sécuritaire, long terme, et non comme un projet unique. Cette clarification
impose un travail de cartographie. Quels actifs énergétiques conditionnent quels services critiques et quelle rupture aurait un effet systémique. L'horizon est immédiat et la mesure se fait par l'identification des dépendances les plus sensibles. Ensuite, sécuriser les corridors avant de promettre la puissance. Le récit insiste sur les embuscades, le sabotage et la fragilité des lignes. Tant que les axes logistiques restent exposés, toute infrastructure lourde augmente la surface de vulnérabilité. L'horizon est de court terme. La mesure passe par la réduction des ruptures logistiques sur les axes critiques et la baisse des arrêts non planifiés liés à l'insécurité, puis construire la capacité humaine. Le texte mentionne la formation d'ingénieurs et l'apprentissage dans des instituts spécialisés. L'enjeu n'est pas symbolique mais cumulatif. L'horizon est de 6 à 12 mois pour consolider un pipeline de compétences. La mesure repose sur des promotions formées, des compétences certifiées et leur insertion dans des unités nationales plutôt que leur dispersion. Enfin, définir une doctrine de protection des infrastructures. Le récit évoque un périmètre spécialisé combinant surveillance et intervention. L'horizon est progressif. La mesure se fait par le temps de détection, le temps de réponse et la réussite d'exercices de perturbation simulée. Dans cette logique, Ibrahim Traoré est présenté comme le garant de la cohérence. Il ne s'agit pas d'annoncer plus, mais de tenir ce qui est déclaré vital jusqu'à rendre l'autonomie irréversible. Le récit revient alors à son image initiale, celle d'un pays où la lumière n'est jamais acquise, seulement attendue. Au début, un temps, il était question de réseaux qui vacillent, de lampes de fortune et de lignes trop fragiles pour durer. À présent, cette image se transforme. Elle ne promet pas un miracle, mais une discipline. Faire tenir ce qui doit durer avant d'annoncer ce qui brillera. Le texte insiste sur un point rarement spectaculaire. Les bascules durables ne se font pas toujours sous les projecteurs. Elles se produisent dans des signatures silencieuses, des clauses techniques, des architectures que presque personne ne lit à voix haute. C'est là que se joue la différence entre une promesse et une trajectoire. Une infrastructure n'est un pouvoir que si elle survit à la pression qui l'entoure. Dans cette mise en scène, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros solitaire. Il fonctionne comme une charnière. Il condense une trajectoire collective, reliant ressources, doctrines et alliances dans une même logique de continuité. Le symbole n'est pas l'homme, mais la méthode. Protéger ce qui est vital avant de le proclamer souverain. Une phrase résume tout, sans emphase. Une lumière sans protection n'est qu'une cible. Le récit se referme sur cette tension entre ambition et contrainte, entre promesses industrielles et réalité sécuritaire, laissant au lecteur la responsabilité de juger ce qui, dans cette chaîne, pourra réellement tenir. Le texte ne se conclut pas par une injonction, mais par un déplacement du regard. L'accord n'est ni un trophée à applaudir, ni une menace à condamner par réflexe. Il fonctionne comme un révélateur. Il oblige à relire l'énergie, la sécurité et la souveraineté comme une seule chaîne, et non comme des chapitres séparés. Cette lecture vaut au-delà d'un pays, car elle interroge la manière dont les états de fragiles cherchent à rendre leur continuité crédible. Pour certains, l'enjeu restera géopolitique. Choix d'alliance, rapport de force, redéfinition des dépendances. Pour d'autres, il sera plus concret. Hôpitaux qui tiennent, réseaux qui cessent de vaciller, territoires qui ne basculent plus au premier choc. Ces niveaux ne s'opposent pas, ils se superposent. C'est précisément ce que le récit cherche à montrer. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas proposé comme une figure à suivre ou à rejeter, mais comme un point de passage narratif. À travers lui, une question demeure, ouverte et centrale. À quel moment une infrastructure cesse-t-elle d'être un projet technique pour devenir un pouvoir politique durable? La réponse n'est pas donnée. Elle dépend de ce qui sera protégé, tenu et transmis.